Quand Antoine m'a demandé en mariage, j'ai cru que ma vie allait enfin tourner en ma faveur. Après des années à vivre dans l'ombre de ma sœur Sophie, la petite princesse de la famille, ce moment m'appartenait. J'avais toujours su que mes parents la préféraient, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils iraient jusqu'à saboter le jour le plus heureux de ma vie. On était dans son appartement du 11e arrondissement, avec vue sur le Père-Lachaise, quand il s'est agenouillé. J'étais tellement heureuse que j'ai pleuré pendant 10 minutes avant de pouvoir dire oui. Le lendemain matin, j'ai pris le RER pour aller chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye. J'avais les joues roses, le cœur qui battait la chamade. Maman était dans la cuisine, comme toujours le samedi matin, préparant ses confitures pour le marché. Papa lisait le Figaro dans le salon. J'ai posé mon sac sur la table et j'ai lâché la nouvelle: Antoine et moi, on se marie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a arrêté de remuer sa casserole. Papa a baissé son journal. Ah bon, a simplement dit maman. Pas de félicitations, pas de questions sur la demande, rien. Elle s'est tournée vers l'évier et a commencé à laver les pots. Tu comptes faire une soirée pour l'annoncer? J'ai hoché la tête, essayant de garder mon enthousiasme. Oui, le 14 juillet. On a réservé le petit bistrot près de République, celui avec la terrasse. Elle a soupiré comme si je lui annonçais une mauvaise nouvelle. Papa s'est raclé la gorge. Sophie a eu une promotion chez L'Oréal. Directrice du marketing maintenant. Bien sûr. Sophie. Toujours Sophie. J'ai senti ma joie fondre comme neige au soleil. 3 jours plus tard, maman m'a appelé. Il faut qu'on parle. Viens à la maison demain soir. Sa voix était froide, administrative. J'ai su que quelque chose se tramait. Le lendemain, ils étaient tous les deux dans le salon. Maman assise droite comme un i sur le canapé beige, les mains croisées sur ses genoux. Papa debout derrière elle, les bras croisés. Une vraie mise en scène. On a décidé d'organiser une soirée pour Sophie, a annoncé maman sans préambule. Pour fêter sa promotion. C'est important pour sa carrière. J'ai attendu, le cœur serré. Je savais ce qui allait suivre. Ce sera le 14 juillet. Au restaurant du Golfe de Saint-Cloud. On a déjà envoyé les invitations. Le 14 juillet. Ma date. Mon engagement. J'ai senti Antoine presser ma main. Il était venu avec moi, comme s'il avait senti que j'aurais besoin de soutien. Mais c'est la date de notre soirée de fiançailles, j'ai dit, ma voix tremblant malgré moi. Maman a haussé les épaules. Tu peux reporter. Sophie ne peut pas, avec son travail. Tu comprends, c'est professionnel. J'ai regardé mes parents. Ces gens qui m'avaient élevée, qui étaient censés m'aimer. Maman avec son chignon impeccable et son rouge à lèvres corail. Papa dans son éternel pull en cachemire. Ils me regardaient comme si j'étais un problème à régler, pas leur fille. Non, j'ai dit. Le mot est sorti tout seul, ferme et clair. Je ne reporterai pas. C'est notre jour. Le visage de maman s'est durci. Ses yeux sont devenus de fente. Tu vas le regretter, Marie. Tu ne sais pas ce que tu fais. Si, je sais exactement ce que je fais. Pour une fois dans ma vie, je me choisis moi. Papa a voulu intervenir, mais maman l'a arrêté d'un geste. Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer après. On est parti sans un mot de plus. Dans l'ascenseur, Antoine m'a prise dans ses bras. Tu as été courageuse, il a murmuré dans mes cheveux. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je tremblais. Maman n'avait jamais eu ce regard-là. Froid, calculateur, presque menaçant. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de ma propre mère. Le trajet du retour en RER était silencieux. Antoine tenait ma main, ses doigts entrelacés aux miens. Dehors, la banlieue défilait, grise sous le ciel de mai. J'ai repensé à tous les moments où j'avais cédé. Les anniversaires où Sophie avait eu 2 gâteaux parce qu'elle préférait celui au chocolat et celui aux fraises. Les vacances à la Baule où on louait toujours la maison qu'elle voulait. Mon admission à Sciences Po qu'on avait à peine fêtée parce que Sophie avait eu son bac la même année. Mais cette fois, c'était différent. C'était mon mariage,
mon bonheur, ma vie. J'avais 28 ans et j'étais fatiguée de toujours passer en second. Antoine le comprenait. Sa famille aussi. Ses parents, des gens simples de Toulouse, m'avaient accueilli les bras ouverts. Pas de comparaison, pas de jugement. Juste de l'amour. Tu crois qu'ils viendront quand même? J'ai demandé alors qu'on arrivait à notre station. Antoine a secoué la tête. Je ne sais pas. Mais l'important, c'est qu'on ait notre famille à nous. Ceux qui nous aiment vraiment. Il avait raison. Mais une partie de moi espérait encore. Peut-être que maman changerait d'avis. Peut-être que papa la convaincrait. Peut-être que pour une fois, juste une fois, il me choisirait moi. Sophie avait toujours été la préférée. Petite, elle avait les boucles blondes parfaites, le sourire d'ange et cette façon de faire ses yeux de biche qui faisait fondre tout le monde. Moi, j'étais la brune au nez trop long, trop sérieuse, trop dans mes livres. À 5 ans, elle savait déjà manipuler papa avec ses larmes de crocodile pour avoir une deuxième glace. À 10, elle obtenait tout ce qu'elle voulait de maman juste en boudant. Au lycée, c'était pareil. J'avais beau ramener des 18 en philo et des 19 en maths, mes parents s'extasiaient devant les 12 de Sophie en anglais. Elle fait des efforts, c'est ce qui compte, disait maman. Marie, elle, c'est facile pour elle. Facile? J'étudiais jusqu'à minuit tous les soirs pendant que Sophie sortait avec ses copines. Le jour où j'ai été acceptée à Sciences Po, maman a à peine levé les yeux de son magazine. C'est bien, elle a dit. 2 mois plus tard, quand Sophie a eu son bac au rattrapage, on a fait une fête avec toute la famille. Tante Martine est venue de Lille. Oncle Bernard a apporté du champagne. Pour un bac au rattrapage. J'ai commencé à comprendre le système familial le jour où Sophie m'a piqué mon stage chez Hermès. J'avais passé 3 entretiens, rédigé une dissertation de 15 pages sur le luxe français. Sophie avait juste mentionné à maman qu'elle aimerait bien travailler dans la mode. Le lendemain, maman appelait sa copine du lycée qui travaillait au RH. Devine qui a eu le stage? Après notre confrontation chez mes parents, maman a arrêté de me parler. Plus de coups de fil du dimanche, plus d'invitations à déjeuner. Papa m'envoyait des SMS laconiques, ça va? Tout va bien? Mais jamais un mot sur la soirée, sur mon mariage, sur Antoine. Sophie, elle, a débarqué chez moi un mardi soir. J'étais en train de faire des lasagnes avec Antoine quand on a sonné. Elle était là, dans son tailleur Zara parfaitement coupé, les cheveux attachés en queue de cheval haute. Elle a embrassé Antoine, elle l'avait toujours trouvé mignon et s'est installée dans le salon comme si elle était chez elle. Marie, il faut qu'on parle, elle a commencé. J'ai continué à couper mes tomates. Je savais ce qui allait suivre. Maman est vraiment bouleversée. Tu sais comme elle prend les choses à cœur. Cette promotion, c'est important pour elle. Pour papa aussi. Ils sont tellement fiers. J'ai posé mon couteau. Et moi alors? Mon mariage, ce n'est pas important. Sophie a soupiré, comme si j'étais une enfant capricieuse. Mais tu peux reporter d'1 semaine. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai toujours reporté, Sophie. Toujours. Mon anniversaire pour ton spectacle de danse. Ma remise de diplôme pour ton week-end à Londres. Ma crémaillère pour ta rupture avec Mathieu. Elle a eu l'air surprise. Je ne savais pas que tu comptais. C'est bien le problème. Personne ne compte jamais pour moi. Antoine est resté silencieux, mais je sentais sa présence rassurante dans la cuisine. Il épluchait les pommes de terre, méthodique et calme. Sophie s'est levée, a lissé sa jupe. Tu sais, Marie, parfois je pense que tu es jalouse. Ça a toujours été ton problème. Tu ne supportes pas que j'ai du succès. J'ai éclaté de rire. Un rire amer qui m'a surprise moi-même. Jalouse? Sophie, j'ai toujours eu de meilleures notes que toi. J'ai un meilleur boulot que toi. J'ai un homme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Si quelqu'un est jaloux ici, ce n'est pas moi. Son visage s'est décomposé. Pour la première fois de ma vie, j'avais touché juste. Elle a claqué la porte en partant. Cette nuit-là, j'ai mal dormi.
J'ai repensé à tous ces moments où j'avais espéré qu'elle me défende. Quand les filles du collège se moquaient de mes lunettes et qu'elles riaient avec elles. Quand maman critiquait mes choix vestimentaires et qu'elle en rajoutait. Quand papa oubliait de venir à mes compétitions de natation parce que Sophie avait un rhume. Le lendemain, j'ai reçu un message de Sophie: « Tu vas vraiment faire ça à maman ?» Pas d'excuses. Pas de tentative de compréhension. Juste de la culpabilisation. J'ai effacé le message sans répondre. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de maintenir la paix. J'étais fatiguée de toujours être celle qui s'excuse, qui pardonne, qui oublie. Antoine m'a trouvée en train de pleurer dans la salle de bain. Il s'est assis par terre à côté de moi, sur le carrelage froid. « Tu sais quoi ?» il a dit. « Ma sœur Émilie, elle dit que tu es la personne la plus courageuse qu'elle connaît. » J'ai relevé la tête. « Émilie a dit ça ?» « Oui. Elle dit que n'importe qui peut être fort quand tout le monde l'encourage. Mais être fort quand personne ne te soutient, ça c'est du vrai courage. » J'ai souri à travers mes larmes. La famille d'Antoine, c'était mon vrai cadeau. Des gens simples, chaleureux, qui m'acceptaient sans condition. Émilie qui m'envoyait des mèmes débiles à 2 heures du matin. Paul, son frère, qui m'appelait déjà « belle-sœur ». Ses parents qui préparaient déjà la liste des invités de leur côté, excités comme des enfants. Une semaine est passée. Puis 2. Le silence de ma famille était assourdissant. Mais chaque jour, je recevais des confirmations pour notre soirée. Les collègues d'Antoine. Mes amis de Sciences Po. Les cousins toulousains. Notre petite fête prenait forme, et elle serait remplie de gens qui nous aimaient vraiment. Le 1er juillet, j'ai reçu un mail de l'oncle Bernard. « Marie, ta mère m'a dit ce qui se passe. Je trouve ça dommage. La famille, c'est sacré. Tu devrais t'excuser. » M'excuser? De quoi? D'exister? D'avoir des projets? D'oser vouloir être heureuse? J'ai supprimé le mail. Même l'oncle Bernard, qui m'envoyait toujours 50 € à Noël, avait choisi son camp. Mais étrangement, ça ne me faisait plus aussi mal. Chaque jour qui passait, je me sentais plus légère. Comme si je me débarrassais d'un poids que je portais depuis toujours. Le poids des attentes impossibles, des comparaisons constantes, de l'amour conditionnel. Notre soirée approchait. J'avais choisi une robe bleu marine simple mais élégante. Antoine avait fait réparer sa montre de grand-père pour l'occasion. On avait goûté le menu du bistrot un délice. Le patron, un vieux Marseillais bourru, nous avait promis de mettre des lampions sur la terrasse. La veille du 14 juillet, j'ai envoyé un dernier SMS à Sophie: « Tu seras toujours ma sœur. » La porte reste ouverte. Elle n'a pas répondu. Mais pour la première fois, ça ne m'a pas empêché de dormir. Le 14 juillet est arrivé avec un soleil radieux sur Paris. J'ai ouvert les rideaux de notre chambre et j'ai regardé la rue s'animer doucement. Des drapeaux tricolores flottaient au balcon. L'odeur du pain frais montait de la boulangerie d'en bas. C'était une journée parfaite pour célébrer. Antoine dormait encore, un bras jeté sur l'oreiller où j'aurais dû être. Je l'ai regardé un moment, ce visage paisible que j'allais épouser. Ses cheveux noirs ébouriffés, la petite cicatrice sur son sourcil gauche, souvenir d'une chute à vélo quand il avait 8 ans. J'ai préparé du café, fort comme il l'aime, et je me suis installée sur notre petit balcon. Mon téléphone a vibré. Un message d'Émilie: « J'arrive à 14 h pour t'aider avec les préparatifs. Papa et maman seront là vers 17 h. Trop hâte. » Puis un autre de Léa, ma meilleure amie depuis la prépa: « Team mariée en route. On va faire de cette soirée un moment inoubliable. » Aucun message de ma famille. J'ai vérifié 2 fois. Rien. Vers midi, on est parti au bistrot avec Antoine. Le patron, Monsieur Castellani, nous attendait avec son grand sourire. « Mais Tourtereau !» il a crié en nous voyant. « Venez voir ce que j'ai préparé. » La terrasse était transformée. Des guirlandes lumineuses serpentaient entre les platanes. Des bougies dans des photophores attendaient sur chaque table. Au centre, une grande table dressée avec une nappe blanche et des bouquets de pivoine rose, mes fleurs préférées. « C'est magnifique !» j'ai murmuré, les larmes aux yeux.
Monsieur Castellani a haussé les épaules avec cette fausse modestie typiquement marseillaise. Bah, c'est rien. Pour l'amour, on fait des efforts. Matt Julia et moi, 45 ans de mariage. Je sais reconnaître les couples solides. On a passé l'après-midi à finaliser les détails. Émilie est arrivée comme promis, les bras chargés de sacs. J'ai apporté des confettis biodégradables. Et des sparklers pour le toast. Et regarde ces photos de vous que j'ai fait imprimer. Elle avait créé un petit coin photo avec des clichés de nous deux, nos vacances en Bretagne, notre premier réveillon ensemble, la fois où on avait adopté Minus, notre chat tigré. C'était simple, touchant, parfait. Vers 17h, les invités ont commencé à arriver. Les parents d'Antoine d'abord, sa mère avec son éternel sourire chaleureux et son père, un peu intimidé par Paris mais fier comme un coq. Puis mes collègues du cabinet d'avocat Mathilde, Karim, la vieille maître du bois qui m'avait prise sous son aile. À 18h, on était une trentaine. La terrasse bourdonnait de conversations joyeuses. Le champagne coulait, les plateaux de tapas circulaient. J'avais presque oublié l'absence de ma famille. Presque. C'est Antoine qui les a vus en premier. J'étais en train de rire à une blague de Paul quand j'ai senti sa main se crisper sur mon épaule. J'ai suivi son regard. Ils étaient là. Tous les trois. Maman en tailleur crème, impeccable malgré la chaleur. Papa dans son costume gris, l'air mal à l'aise. Et Sophie, dans une robe rouge qui hurlait « Regardez-moi ». Le silence s'est fait progressivement. Conversation après conversation, les gens se sont tus en remarquant les nouveaux arrivants. L'atmosphère joyeuse s'est évaporée comme rosée au soleil. Maman a traversé la terrasse comme une reine en exil, le menton haut, les lèvres pincées. Elle ne regardait personne d'autre que moi. Ses talons claquaient sur les pavés, chaque pas une sentence. « Marie », elle a dit en arrivant devant moi. Sa voix était glaciale. « Nous devons parler. » J'ai senti tous les regards braqués sur nous. Léa s'était rapprochée, prête à intervenir. Les parents d'Antoine se regardaient, perdus. « Maman, ce n'est ni le lieu ni le moment », j'ai répondu, m'efforçant de garder mon calme. Elle a ri. Un rire sans joie, tranchant. « Tu as choisi de faire ça le jour de la fête de ta sœur. Tu vas assumer jusqu'au bout. » C'est là que j'ai remarqué l'étrange tension dans ses mouvements. La façon dont elle serrait son sac. Le tremblement dans ses mains. Ce n'était pas juste de la colère. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Maman, s'il te plaît », Sophie est intervenue, posant une main sur son bras. Pour la première fois, elle semblait inquiète. « On peut régler ça demain. » Maman l'a repoussée d'un geste brusque. « Non. Elle doit comprendre. Elle doit payer pour ce qu'elle nous fait. » Papa a tenté d'avancer. « Chérie, calme-toi. Les gens regardent. » Qu'ils regardent, elle a crié. Qu'ils voient tout ce que notre fille est devenue. Une ingrate. Une égoïste. Monsieur Castellani est sorti de son restaurant, alerté par les éclats de voix. « Madame, je vais devoir vous demander de partir. C'est une soirée privée. » Maman s'est tournée vers lui, et j'ai vu la folie dans ses yeux. Pure, brûlante, terrifiante. « Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. » Elle a arraché le micro du petit système sono qu'on avait installé pour les discours. Personne n'a eu le temps de réagir. En une fraction de seconde, elle l'avait levé au-dessus de sa tête. J'ai vu le coup arriver au ralenti. Le micro qui descendait vers moi. Les yeux écarquillés d'Antoine. Le cri de Sophie. Et puis l'impact. La douleur a explosé dans ma tempe. Un éclair blanc, aveuglant. J'ai titubé, mes jambes se dérobant sous moi. Quelque chose de chaud coulait sur ma joue. Du sang. Antoine m'a rattrapé avant que je touche le sol. Ses bras autour de moi, solides, protecteurs. J'entendais des cris, des exclamations, mais tout semblait venir de très loin. « Marie! Marie, regarde-moi !» La voix d'Antoine, paniquée mais déterminée. J'ai cligné des yeux, essayant de faire le point sur son visage. «
Maman était toujours là, le micro à la main, la poitrine haletante. Voilà ce qui arrive quand on me défie, elle a sifflé. C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus ma mère. C'était un monstre que des années de contrôle et de manipulation avaient créé. Un monstre qui ne supportait pas qu'on lui résiste. Antoine s'est levé lentement, me gardant contre lui. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une colère froide que je ne lui avais jamais vue. « Vous venez d'agresser la femme que j'aime », il a dit d'une voix posée qui faisait plus peur que n'importe quel cri. Devant 30 témoins. C'est fini. Il a sorti son téléphone. Police ? Oui, j'ai besoin d'une intervention urgente. Une agression. Il y a une blessée. Le visage de maman s'est décomposé. Tu n'oserais pas. On est en famille. Vous avez cessé d'être sa famille à l'instant où vous avez levé la main sur elle, Antoine a répondu en me serrant plus fort. Sophie pleurait maintenant, de vraies larmes cette fois. Papa restait figé, comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Autour de nous, les invités formaient un cercle protecteur. Léa était au téléphone avec les urgences. Les parents d'Antoine s'étaient rapprochés, formant un rempart entre nous et mes parents. J'ai porté ma main à ma tempe. Elle était rouge de sang quand je l'ai retirée. La vue de ce sang a semblé réveiller quelque chose en moi. Toutes ces années de silence, de soumission, d'espoir déçu. C'était fini. Je ne suis plus votre fille, j'ai dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. À partir de maintenant, vous n'existez plus pour moi. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans un lac. Définitif. Irrévocable. Au loin, on entendait déjà les sirènes. La douleur pulsait dans ma tempe comme un tambour de guerre. J'étais à moitié assise sur le sol de la terrasse, soutenue par Antoine. Le sang coulait toujours, tachant ma robe bleue. Autour de nous, c'était le chaos. Des gens criaient, d'autres filmaient avec leur portable, certains essayaient de maintenir de l'ordre. « Et ne bouge pas », murmurait Antoine en pressant son mouchoir contre ma blessure. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait calme. Les secours arrivent. Maman se tenait toujours là, le micro à la main comme une arme fumante. Son chignon s'était défait, des mèches grises s'échappaient autour de son visage. Pour la première fois de ma vie, elle avait l'air de son âge. Fragile. Perdue. Je ne voulais pas, elle a commencé, mais sa voix s'est cassée quand elle a vu mon sang. Papa s'est enfin réveillé de sa stupeur. Il s'est approché de maman, les mains tendues comme pour calmer un animal sauvage. Pose ça, Françoise. S'il te plaît. Elle l'a regardé comme si elle ne le reconnaissait pas, elle nous a humiliés, Georges. Notre propre fille. Sophie sanglotait dans un coin, son mascara coulant en traces noires sur ses joues. Elle tentait de s'approcher de moi, mais Léa lui barrait le passage. Tu en as assez fait, lui disait mon ami, glacial. Les sirènes se rapprochaient. J'ai essayé de me relever, mais la terrasse tanguait comme un bateau en pleine tempête. Antoine m'a retenu. Reste tranquille. Tu as pris un sacré coup. J'ai touché ma tempe du bout des doigts. La plaie était profonde, je le sentais. Ça allait laisser une cicatrice. Étrangement, cette pensée ne me dérangeait pas. Ce serait un rappel permanent du jour où j'avais enfin coupé les ponts. Monsieur Castellani était au téléphone avec quelqu'un, la police, probablement. Il gesticulait en parlant, son accent marseillais plus prononcé sous le stress. Mais enfin, elle a frappé la petite. Devant tout le monde. C'est un scandale. Les parents d'Antoine s'étaient rapprochés. Sa mère, d'habitude si joviale, avait le visage fermé. Elle a posé une main douce sur mon épaule. Ma pauvre petite. Quelle histoire. Son père, un homme de peu de mots, s'est planté devant nous comme un garde du corps. Personne ne touchera à notre belle-fille, il a grogné en direction de mes parents. Notre belle-fille. Ces mots m'ont réchauffé le cœur malgré la douleur. La police est arrivée en premier. 2 agents, un jeune qui semblait sortir de l'école et une femme d'une quarantaine d'années au regard las. Ils ont rapidement évalué la situation, une femme blessée, une autre tenant l'arme du crime, 30 témoins choqués. Madame,
Posez cet objet, a ordonné la policière à ma mère. Maman a serré le micro plus fort. Vous ne comprenez pas. C'est ma fille. J'ai le droit de la corriger. Le jeune policier a sorti ses menottes. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures volontaires. C'est là que tout a basculé. Papa a tenté de s'interposer. Sophie a hurlé. Maman s'est débattue. Mais les policiers étaient rodés à ce genre de situation. En quelques secondes, elle avait les menottes au poignet. C'est ridicule, criait-elle. Je suis Françoise Dubois. Mon mari est notaire. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais ils le pouvaient. Et ils l'ont fait. Les ambulanciers sont arrivés juste après. Un homme et une femme en uniforme bleu qui se sont agenouillés près de moi avec une efficacité rassurante. Bonjour, je suis Marc, a dit l'homme en examinant ma blessure. Vous avez mal? Des vertiges? J'ai hoché la tête. Un peu des deux. On va vous emmener faire des examens. C'est une belle plaie, il faudra des points de suture. Pendant qu'il préparait la civière, j'ai regardé autour de moi. La belle soirée que j'avais imaginée était en ruine. Les invités se tenaient par petits groupes, murmurant entre eux. Certains étaient déjà partis. Les guirlandes lumineuses clignotaient toujours, incongrues dans ce chaos. Antoine a insisté pour monter dans l'ambulance avec moi. Je ne te laisse pas, il a dit fermement quand l'ambulancier a voulu protester. Depuis la civière, j'ai vu ma mère se faire emmener par les policiers. Elle ne criait plus. Elle regardait droit devant elle, le visage vide. Papa la suivait, voûté comme un vieil homme. Sophie restait sur la terrasse, perdue, seule pour la première fois de sa vie. Marie. Elle a couru vers l'ambulance. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas la force de lui répondre. Pas maintenant. L'ambulance a démarré, sirène hurlante. Antoine tenait ma main, ses doigts entrelacés aux miens. Ça va aller, il répétait. Je suis là. Le trajet jusqu'à l'hôpital Saint-Louis était flou. Les lumières défilaient au-dessus de ma tête. Le ambulancier surveillait mes constantes. La douleur allait et venait par vagues. Aux urgences, c'était l'effervescence habituelle d'un 14 juillet. Accident de barbecue, chute d'ivrogne, bagarre de fin de soirée. Mon cas agression familiale lors d'une fête de fiançailles sortait un peu de l'ordinaire. L'infirmière qui m'a accueillie était une Antillaise au sourire maternel. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, ma belle ?» Antoine a commencé à expliquer, mais je l'ai interrompu. Ma mère m'a frappé avec un micro. Parce que j'ai refusé d'annuler ma fête de fiançailles. Elle a haussé les sourcils. Eh bien. Certaines familles sont plus compliquées que d'autres. Le médecin qui m'a examiné était jeune, concentré. Il a nettoyé la plaie avec des gestes précis. Vous avez de la chance. Quelques centimètres plus bas et c'était l'œil. De la chance. Je n'aurais pas utilisé ce mot pour décrire ma soirée. Il va falloir suturer. 5 ou 6 points. Ça va laisser une petite cicatrice. J'ai hoché la tête. Antoine serrait toujours ma main. Pendant qu'on me recousait, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Message, appel manqué. Je n'ai pas regardé. Je savais que la nouvelle faisait déjà le tour de notre cercle. Ma famille dysfonctionnelle exposée au grand jour. Voilà, a dit le médecin en finissant. Je vous prescris des antalgiques et des antibiotiques. Revenez dans une semaine pour enlever les fils. Il a hésité avant d'ajouter, si c'est vraiment votre mère qui a fait ça, vous devriez porter plainte. Ce n'est pas normal. Porteur plainte. Les mots résonnaient étrangement. Envoyer ma propre mère en justice. Mais en regardant Antoine, en voyant l'inquiétude dans ses yeux, j'ai su que je n'avais pas le choix. Elle a déjà été arrêtée, j'ai dit. C'est fait. Le médecin a hoché la tête. Bien. Personne ne mérite ça. Famille ou pas, on est sorti de l'hôpital vers minuit. Paris s'illuminait pour le feu d'artifice, mais je n'avais aucune envie de le regarder. Antoine a hélé un taxi.
Dans la voiture, j'ai enfin regardé mon téléphone. 57 messages. 30 appels manqués. La plupart de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des journalistes. L'histoire avait dû faire le tour des réseaux sociaux. Un message de Léa: on a nettoyé la terrasse. Tes affaires sont chez moi. Repose-toi. Je t'aime. Un autre de Paul: si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Bienvenue dans une vraie famille. Et un dernier, de Sophie: je suis tellement désolée. J'ai éteint le téléphone. Les excuses pouvaient attendre. Pour l'instant, j'avais juste besoin de rentrer chez moi, de prendre une douche, et d'oublier que cette soirée avait existé. Mais en regardant Antoine, son profil éclairé par les lumières de la ville, j'ai réalisé quelque chose. Malgré l'horreur, malgré la violence, j'avais gagné. J'avais tenu bon. Pour la première fois de ma vie, je m'étais choisie. Et ça, aucun coup ne pourrait me l'enlever. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'impression qu'un marteau-piqueur s'acharnait sur ma tempe. La lumière qui filtrait entre les rideaux me brûlait les yeux. Antoine était déjà levé, je l'entendais parler à voix basse au téléphone dans le salon. J'ai touché le pansement sur ma tête. La réalité de la veille m'est revenue d'un coup. Ma mère m'avait frappée. En public. Et elle avait été arrêtée. Mon téléphone, posé sur la table de nuit, clignotait frénétiquement. Je l'ai ignoré et me suis levée péniblement. Dans le miroir de la salle de bain, j'avais une sale tête. L'œil gauche légèrement gonflé, un hématome violacé qui s'étendait de la tempe à la pommette. Antoine a passé la tête par la porte. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Comme si j'avais boxé contre Mike Tyson. Il a souri tristement. J'ai préparé du café. Et des croissants. Léa les a apportés ce matin. Dans la cuisine, l'odeur du café m'a un peu ranimée. Antoine s'est assis en face de moi, l'air grave. Il faut qu'on parle de la suite. La suite? L'avocat de ta mère a appelé. Maître Le Guillou. Il veut négocier. J'ai failli m'étrangler avec mon café. Négocier quoi? Elle m'a agressé. Je sais. Mais apparemment, elle est dans un sale état. Ils l'ont gardée en cellule cette nuit. Ton père est effondré. J'ai serré ma tasse entre mes mains. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant 28 ans, ressentait de la culpabilité. Mais une autre partie, plus forte, était juste en colère. Et Sophie? Elle a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. On a fini notre petit déjeuner en silence. Puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rallumé mon téléphone. 93 messages. 72 appels manqués. Mon histoire avait fait le tour de Paris. Pire, quelqu'un avait posté une vidéo sur Twitter. On y voyait ma mère me frapper, moi qui tombais, le sang. 2 millions de vues en 12 heures. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de jugement. Quelle famille de fous! La pauvre fille. Elle l'a sûrement cherché. Les bourgeois et leurs problèmes. J'ai fermé Twitter, et c'est huré. Le téléphone s'est mis à sonner. Numéro inconnu. J'ai décroché. Marie Dubois? Une voix de femme, professionnelle. Carla Mendes du Parisien. J'aimerais avoir votre version des faits. J'ai raccroché. Il a sonné à nouveau immédiatement. Cette fois, c'était Sophie. Marie, ne raccroche pas. Sa voix était paniquée. Il faut qu'on parle. Maman, elle ne va pas bien. Elle aurait dû y penser avant de me fracasser le crâne. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle prend des anxiolytiques depuis des mois. Avec l'alcool. Elle a pété les plombs. Des anxiolytiques? C'était nouveau. Et ça excuse tout. Sophie a soupiré. Non. Mais, tu ne peux pas la laisser en prison. Papa est en train de vendre des actions pour payer la caution. Il a pris 10 ans en une nuit. J'ai fermé les yeux. L'image de mon père, toujours si digne, vendant précipitamment ses biens pour sauver sa femme, me serrait le cœur. Mais pas assez pour céder. Sophie,
elle m'a agressée. Physiquement. Devant témoins. Je ne peux pas juste passer l'éponge. Mais c'est notre mère. Non. Une mère ne fait pas ça. Une mère protège ses enfants. Elle ne les frappe pas parce qu'ils osent avoir leur propre vie. Le silence au bout du fil était pesant. Puis Sophie a dit, d'une petite voix, « Tu vas vraiment porter plainte ?» C'est déjà fait. Elle a raccroché. L'après-midi, on est allé au commissariat. L'inspectrice Martinet, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, nous a reçus dans son bureau. J'ai regardé les vidéos, elle a commencé. C'est assez clair. Agression caractérisée. Avec préméditation, vu qu'elle est venue spécialement pour ça. Elle a sorti un dossier. Votre mère a des antécédents ? Violence, troubles psychiatriques ? J'ai secoué la tête. Pas que je sache. Mais Sophie dit qu'elle prend des anxiolytiques. L'inspectrice a noté. On vérifiera. Ça pourrait jouer sur la sentence. Mais ça ne change rien aux faits. Elle m'a tendu des papiers. Voici votre déposition. Lisez attentivement avant de signer. C'était surréaliste de voir notre vie de famille couchée sur papier officiel. Les mots froids et factuels qui décrivaient des années de favoritisme, de manipulation, et finalement de violence. Antoine a serré ma main pendant que je signais. En sortant du commissariat, on est tombé sur mon père. Il attendait sur le trottoir, voûté, méconnaissable. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, sa cravate de travers. « Marie », il a dit en s'approchant. « S'il te plaît. » J'ai reculé instinctivement. Antoine s'est interposé. « Monsieur Dubois, ce n'est pas le moment. » « C'est mon enfant », a explosé mon père. « J'ai le droit de lui parler ? » « Vous avez perdu ce droit quand vous avez laissé votre femme l'agresser », a répliqué Antoine froidement. Mon père m'a regardé par-dessus l'épaule d'Antoine. « Marie, ta mère est malade. Elle fait une dépression depuis des mois. » La promotion de Sophie, c'était pour lui remonter le moral. « On ne voulait pas te le dire. »« Ça change quoi ?» j'ai demandé, la gorge serrée. « Ça justifie tout ? Toutes ces années où j'étais invisible ? » Il a baissé la tête. « Non. Rien ne justifie. Mais, c'est ta mère. Notre famille. On peut encore arranger ça. » « C'est trop tard, papa. » Je l'ai laissé là, sur le trottoir. En me retournant une dernière fois, je l'ai vu s'asseoir sur un banc, la tête dans les mains. L'homme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré à ma remise de diplôme. Brisé. Le soir, Léa est venue dîner avec nous. Elle avait apporté une bouteille de Saint-Émilion et des sushis. Pour te remonter le moral, elle a dit. On a parlé de tout sauf de l'incident. Du boulot, des vacances d'été, du nouveau chat des voisins. C'était bon de faire semblant d'être normal pendant quelques heures. Mais la réalité nous a rattrapés quand le journal de 20 heures a mentionné l'affaire. Violente agression lors d'une fête de fiançailles à Paris. Une mère frappe sa fille avec un micro. La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils ont flouté nos visages, mais c'était clairement nous. La terrasse du bistrot, ma robe bleue tachée de sang, ma mère me notait. « Tu es célèbre », a dit Léa avec un sourire triste. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars. Ma mère me poursuivait avec un micro géant. Sophie riait en arrière-plan. Mon père comptait des liasses de billets en pleurant. Je me suis réveillée en sueur vers 3 heures du matin. Antoine dormait paisiblement à côté de moi. J'ai regardé son visage dans la pénombre. Cet homme m'avait défendu sans hésiter. Il était resté à mes côtés dans les pires moments. Sa famille m'avait accueilli comme une des leurs. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment aimée. Pas conditionnellement. Pas en comparaison avec quelqu'un d'autre. Juste aimée pour qui j'étais. Le lendemain, l'avocat de ma mère a rappelé. Il proposait un arrangement, ma mère plaiderait coupable, ferait des travaux d'intérêt général et suivrait une thérapie. En échange, je retirerais ma plainte. J'ai refusé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice.
Pour toutes les petites filles qui grandissent en pensant qu'elles valent moins que leurs sœurs. Pour toutes les femmes qui acceptent l'inacceptable au nom de la paix familiale. La machine judiciaire était lancée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Une semaine plus tard, on est retourné à l'hôpital pour enlever les fils. La cicatrice était propre, droite. Elle resterait là, fine ligne blanche sur ma tempe. C'est votre médaille de guerre, a dit l'infirmière en souriant. J'ai touché la cicatrice du bout des doigts. Oui, c'était ma médaille. La preuve que j'avais survécu. Que j'avais choisi mon bonheur plutôt que leur approbation. En sortant de l'hôpital, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était une cousine éloignée que je n'avais pas vue depuis des années. Bravo pour ton courage. J'aurais aimé faire pareil avec mes parents. Tu es mon héroïne. J'ai souri. Peut-être que mon histoire servirait à quelque chose. Peut-être que d'autres trouveraient le courage de dire non, de se choisir eux-mêmes. Le procès approchait. Ma mère était sortie sous caution mais je ne l'avais pas revue. Sophie continuait d'appeler, de supplier. Mon père envoyait des lettres que je ne lisais pas. Mais autour de moi, une nouvelle famille se construisait. Les parents d'Antoine qui préparaient déjà le mariage. Ses frères et sœurs qui m'incluaient dans tous leurs plans. Mes amis qui formaient un cercle protecteur. J'avais perdu une famille toxique. J'en avais gagné une vraie. 6 mois ont passé depuis cette nuit du 14 juillet. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et maintenant les premiers bourgeons du printemps apparaissaient sur les arbres du square près de notre appartement. La vie avait continué, mais tout avait changé. Le procès avait eu lieu en novembre. Ma mère avait été condamnée à 6 mois avec sursis et 2 ans de suivi psychiatrique obligatoire. Elle avait plaidé coupable, son avocat invoquant un épisode dépressif majeur aggravé par la prise d'anxiolytiques et d'alcool. Je ne l'avais pas revue depuis. Sophie m'envoyait parfois des nouvelles, maman suivait sa thérapie, elle avait déménagé dans un petit appartement à Versailles, elle cultivait des roses sur son balcon. Papa était resté avec elle, fidèle jusqu'au bout. Il avait pris sa retraite anticipée, officiellement pour s'occuper d'elle, mais Sophie m'avait confié qu'il avait du mal à affronter le regard de ses collègues après le scandale. Sophie elle-même avait changé. La princesse gâtée avait dû apprendre à voler de ses propres ailes. Sa fameuse promotion chez L'Oréal ? Elle l'avait perdue 3 semaines après l'incident. Trop de pression, trop d'absence. Elle travaillait maintenant dans une petite agence de communication à Boulogne. On ne se parlait plus vraiment, juste des messages polis aux anniversaires et à Noël. Moi, j'avais découvert une liberté que je n'avais jamais connue. Plus de comparaisons constantes, plus de critiques voilées, plus cette sensation d'être toujours en deuxième position. J'étais juste Marie. Et c'était suffisant. Notre mariage était prévu pour juin. Un mariage simple, dans le jardin des parents d'Antoine à Toulouse. Pas de faste, pas de centaines d'invités. Juste les gens qui comptaient vraiment. « Tu es sûr que tu ne veux pas inviter ta famille ?» m'avait demandé Antoine un soir, alors qu'on finalisait la liste des invités. J'avais secoué la tête. « Ma famille, c'est toi. C'est tes parents, tes frères et sœurs. C'est Léa, c'est nos amis. Les liens du sang ne font pas tout. » Il avait hoché la tête, compréhensif comme toujours. Au bureau, l'affaire avait fait sensation pendant quelques semaines. Les collègues me regardaient différemment, certains avec pitié, d'autres avec admiration. Maître Dubois, ma mentor, m'avait prise à part un jour. « Ce que vous avez vécu est terrible », elle avait dit. « Mais vous avez montré un courage remarquable. Dans notre métier, savoir se battre pour la justice, même quand c'est personnel, c'est essentiel. » Elle m'avait confié un gros dossier peu après. Une affaire de violence familiale. « Je pense que vous saurez comprendre la cliente », elle avait dit simplement. Et elle avait raison. Quand j'avais rencontré Madame Chen, une femme de 40 ans battue par son mari depuis des années, j'avais vu ma propre peur dans ses yeux. La peur de briser la famille, de décevoir, d'être jugée. Je l'avais aidée à porter plainte, à trouver un refuge, à reconstruire sa vie. Son mari avait été condamné. Elle m'avait envoyé une carte à Noël, merci de m'avoir montré qu'on a le droit de se choisir soi-même. C'était devenu ma spécialité.
Les affaires familiales difficiles. Les femmes et parfois les hommes qui devaient s'affranchir de familles toxiques. J'étais devenue une sorte de symbole malgré moi. Celle qui avait osé dire non à sa propre mère. Un matin de mars, j'ai reçu une lettre. L'écriture de maman sur l'enveloppe m'a fait trembler. Je l'ai gardée plusieurs jours sur la table de la cuisine avant de l'ouvrir. Ma chère Marie, je sais que tu ne veux plus me voir ni me parler. Je comprends. Ce que j'ai fait est impardonnable. La thérapie m'aide à comprendre beaucoup de choses. Mon besoin de contrôle, ma peur de te perdre qui m'a paradoxalement poussé à te rejeter. Je ne cherche pas ton pardon. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment. Pour cette nuit-là, mais aussi pour toutes ces années où je ne t'ai pas vue, pas comprise, pas aimée comme tu le méritais. J'espère que tu es heureuse. Que ton Antoine est l'homme que tu mérites. Que ta vie est belle. Je t'aime. Maladroitement, mal, mais je t'aime. Maman, j'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes de tristesse pour ce qui aurait pu être, mais aussi de soulagement. Elle comprenait enfin. C'était trop tard pour nous, mais peut-être pas pour elle. J'ai rangé la lettre dans une boîte avec d'autres souvenirs. Des photos de famille d'avant. Mon faire-part de naissance où maman avait écrit « Notre petite merveille ». Des dessins de maternelle que papa avait gardés. Ce soir-là, j'en ai parlé à Antoine. Tu crois qu'un jour je pourrai lui pardonner? Il m'a prise dans ses bras. Le pardon, c'est pour toi, pas pour elle. Quand tu seras prête. Pas avant. Le printemps s'est installé pour de bon. Notre appartement s'est rempli de catalogues de mariage, d'échantillons de tissus, de dégustations de gâteaux. La mère d'Antoine appelait tous les 2 jours avec une nouvelle idée. Et si on mettait des lanternes dans les arbres? J'ai trouvé un quatuor à cordes formidable. Son enthousiasme était contagieux. Pour la première fois, j'avais une mère qui se réjouissait de mon bonheur sans arrière-pensée. Un samedi d'avril, on est allé essayer ma robe. Léa m'accompagnait, ainsi qu'Émilie, la sœur d'Antoine. Dans le salon feutré de la boutique, j'ai enfilé cette robe de soie crème que j'avais repérée des mois plus tôt. Simple, élégante, parfaite. Tu es magnifique, a soufflé Léa. Dans le miroir, j'ai vu mon reflet. La cicatrice sur ma tempe était presque invisible maintenant, juste une fine ligne blanche sous mes cheveux. Mes yeux brillaient. J'avais l'air heureuse. J'étais heureuse. Le jour du mariage est arrivé plus vite que prévu. Un samedi de juin parfait, avec un ciel bleu sans nuages et une brise légère qui faisait danser les nappes blanches dans le jardin. J'étais dans la chambre d'amis des parents d'Antoine, Léa m'aidait avec mon voile. On entendait les invités arriver en bas, les rires, les exclamations joyeuses. Et nerveuse, a demandé Léa. Non. Juste, heureuse. On a frappé à la porte. Le père d'Antoine est entré, ému. Tu es prête, ma petite? C'est l'heure. J'ai pris son bras. Cet homme simple et bon allait me conduire à l'hôtel, remplaçant le père qui avait choisi son camp. La musique a commencé. On a descendu l'escalier, traversé la maison, débouché dans le jardin. Tous nos amis étaient là, souriants. Les parents d'Antoine au premier rang, sa mère essuyant déjà des larmes de joie. Ses frères et sœurs, mes collègues, nos amis. Pas de famille de mon côté. Mais étrangement, je ne ressentais aucun manque. Ces gens-là étaient ma vraie famille. Celle que j'avais choisie. Antoine m'attendait sous l'arche de rose blanche, resplendissant dans son costume bleu marine. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu tout notre avenir. Les enfants qu'on aurait, les voyages qu'on ferait, les défis qu'on relèverait ensemble. Le maire a commencé la cérémonie. Quand il a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, j'ai retenu mon souffle une seconde. Un vieux réflexe. Mais le jardin est resté silencieux, paisible. Marie, veux-tu prendre Antoine pour époux? Oui. Ce oui, je le prononçais librement, pleinement, sans l'ombre d'un doute ou d'une contrainte. C'était mon choix, ma vie, mon bonheur. On a échangé les alliances. Antoine a essuyé une larme sur ma joue, je ne m'étais même pas rendu compte que je pleurais. De joie, cette fois.
Je vous déclare mari et femme. Les applaudissements ont éclaté. On s'est embrassé sous une pluie de pétales de roses que lançaient les enfants. Plus tard, pendant le dîner, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde riait, dansait, célébrait. La mère d'Antoine racontait des histoires embarrassantes de son enfance. Paul portait un toast hilarant. Léa improvisait un discours émouvant sur notre amitié. C'était ça, une vraie famille. Des gens qui vous soutiennent dans vos choix, qui célèbrent vos victoires, qui vous aiment sans condition. J'ai pensé furtivement à maman, quelque part dans son appartement de Versailles avec ses roses. À papa, fidèle garde-malade. À Sophie, seule face à ses propres démons. J'espérais qu'ils allaient bien. Qu'ils trouveraient leur paix. Mais ce n'était plus mon combat. J'avais choisi ma voie. Antoine m'a prise par la main pour notre première danse. Je t'aime, il a murmuré à mon oreille. Je t'aime aussi. On a tourné sur la piste, enlacés, pendant que nos invités nous regardaient avec tendresse. La cicatrice sur ma tempe captait parfois la lumière des lampions. Ma médaille de guerre, comme avait dit l'infirmière. J'avais survécu. J'avais résisté. J'avais choisi. Et maintenant, enfin, je vivais.